nous aimerions commencer cet événement par reconnaître que la foi est située sur le territoire non cédé de la nation Algonquin-Anishinaabe, présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux. Bonjour à toutes et à tous. Il me fait encore plaisir de vous voir nombreuses aux formations virtuelles de la FO. Je vous accueille au nom de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, qui est l'organisme rassembleur et la voix politique de l'Ontario français. Je suis Josiane et la directrice des services et programmes à la FO. Nous avons lancé cette série de formations virtuelles afin de vous outiller pour vous aider à renforcer vos capacités d'offres actives de services en français. Ces formations virtuelles visent aussi à vous informer et vous sensibiliser sur les enjeux présents au sein de la communauté franco-ontarienne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Josée Martin qui va nous parler de l'écriture inclusive. Traductrice de formation, Marie-Josée compte 30 ans de métier, dont une décennie à la condition féminine à Conditions féminines et Canada, aujourd'hui qui est le ministère des Femmes et de l'égalité des genres. Elle a formulé des lignes directrices de ce ministère visant à assurer une juste représentation des genres à l'écrit en français et à adopter pour le public francophone les premières moutures de son cours sur l'analyse comparative entre les sexes. Je laisse donc la parole à Marie-Josée qui va plus détailler sur ce sujet. La parole est à toi, Marie-Josée. Merci beaucoup, Josiane. Alors, je vais commencer à partager mon écran tout de suite. Oups. Voilà. Eh bien, merci pour cette introduction. C'est ça, j'ai donc 30 ans de métier, formée en traduction. J'ai travaillé beaucoup au ministère des Femmes et c'est vraiment là que je me suis éduquée aux questions d'écriture inclusive. Je travaille d'ailleurs en ce moment avec le ministère pour mettre à jour leur documentation sur le sujet. Alors, je baigne dans ça presque tous les jours en ce moment. Dans une autre vie aussi parallèle, je suis aussi autrice, puis je publie des romans et j'ai d'ailleurs quelque chose qui va paraître à l'automne. Si vous aimez la lecture, vous pouvez toujours aller voir sur Internet, chercher mon nom, vous allez trouver. Alors, sans plus tarder, on va rentrer, je vous donne un aperçu de ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, on va se poser 3 questions. La première question, c'est: est-ce que le français est sexiste? Et en se posant cette question-là, on va regarder c'est quoi la notion de genre. On va aussi se demander, deuxième question, qui est-ce qu'on oublie quand on communique selon si on utilise la façon d'écrire qu'on a apprise à l'école? Est-ce qu'on oublie des gens? Et troisième question, on va se demander comment écrire de manière plus inclusive. Je vais vous donner un petit mode d'emploi. Et après tout ça, on va avoir l'occasion de pratiquer ensemble parce que je considère que c'est vraiment par la pratique qu'on apprend le plus. L'écriture inclusive, c'est comme ça on peut vraiment assimiler ces nouvelles façons de faire. Là. Puis, il y a une période de questions qui est prévue à la fin, mais attendez pas à la toute fin. Si vous avez des questions en cours de route, je vous encourage à les poser. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de Zoom pour lever la main ou vous pouvez les inscrire dans le chat. Je sais que Chloé et Zineb sont là et elles vont attirer mon attention si je ne les vois pas. Alors, ça va être plus intéressant pour vous et pour moi. Si vous participez, vous pouvez poser des questions. Puis dans le segment de pratique, à plus forte raison, je vais compter sur votre participation pour que ce soit vraiment super intéressant, qu'on s'amuse ensemble. Fait que merci d'être là aujourd'hui. On va faire un petit peu connaissance. J'aimerais savoir qui vous êtes, de quel organisme vous venez. Alors, on a préparé des petites questions Slido que vous allez recevoir sur votre écran bientôt. Parce que je dois arrêter le partage d'écran à ce moment-ci, ça fonctionne bien. Alors, je vais laisser Chloé ou Zineb vous envoyer les questions.
Et donc, le lien au sondage Slido est dans le chat. Vous pouvez également utiliser le QR code affiché à l'écran avec votre téléphone cellulaire pour répondre aux questions. Wow, c'est très varié. On a des gens du milieu de la diversité sexuelle et de genre, des gens du milieu de la santé, de l'enseignement, du milieu juridique aussi. Wow! Puis on a la deuxième question ici. Quel rôle jouez-vous dans votre organisme? Alors, beaucoup de gens qui sont agents de com ou gestionnaires de com, ce qui n'est pas très surprenant. Ça explique votre intérêt. C'est des gens en coordination de projet, coordonnatrice provinciale. OK. Oui, on voit vraiment beaucoup d'agentes de communication. Super. C'est vraiment un enjeu qui vous touche dans votre quotidien si vous êtes en communication. Les dernières questions. Votre motivation, pourquoi vous êtes là aujourd'hui à cet atelier? Inclusivité, inclusion. OK. Je suis une personne non binaire. On va être plus inclusif, on va apprendre. Besoin de réviser. Wow. Super. C'est super tout ça. Mais j'espère que je vais réussir à satisfaire vos attentes. C'est un sujet chaud, oui, effectivement. C'est un sujet très chaud. Si vous écoutez Radio-Canada, d'ailleurs, il y a des... j'ai vu il y a quelques reportages ces temps-ci là, où on parle du point médian. Alors, la FO a vraiment senti le vent flairer, là, que ça allait être d'intérêt quand il a décidé de m'inviter à offrir l'atelier. OK. J'essaie d'avancer la diapo. Je ne sais pas pourquoi ça ne... Ah, voilà. Alors, première question, j'ai dit qu'on allait se poser ensemble. C'est, est-ce que le français est sexiste? Il y a de quoi se demander, se poser cette question-là, hein, avec une règle comme le masculin l'emporte sur le féminin. Et comme Henriette Zougavi l'a dit, qu'y a-t-il de plus fort que, comme expression de la domination masculine, que le simple énoncé de cette règle de grammaire, le masculin l'emporte sur le féminin. Point. Elle n'est pas la seule à l'avoir remarqué et à l'avoir soulevé. Il faut savoir, le français, ça n'a pas toujours été comme ça. Le masculin n'a pas toujours eu préférence sur le féminin. Je ne vous donnerai pas un cours d'histoire de la langue française aujourd'hui. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez aller lire là-dessus. J'ai inclus à la toute fin de la présentation quelques titres et liens d'intérêt. Et là-dedans, il y a un livre
écrit par Eliane Viano, où elle a fait vraiment un travail de fond pour retracer l'histoire de la masculinisation du français. Et comment on est arrivé à avoir une langue où le masculin l'emporte, et aussi les luttes modernes pour redonner une place plus importante au féminin. Alors, tous les enjeux qu'on a autour de l'expression du genre dans la langue viennent du fait que le genre grammatical est lié au genre social. Hein, le genre grammatical, ce qui fait que je dis ça, c'est un téléphone, une feuille de papier. Le genre est arbitraire quand on parle des objets inanimés. Mais quand le genre grammatical devient motivé, quand on parle des personnes, si je dis étudiante, ben vous savez que c'est une femme. Le fait que la grammaire dise que le masculin l'emporte, ça a eu pour effet d'invisibiliser, rendre invisible plus de la moitié de la population. Et qui plus est, c'est que le féminin en est venu dans la langue à être associé au vulgaire et à l'infériorité. C'est intéressant. Il y a des recherches très intéressantes qui ont été faites, surtout en anglais, étrangement, mais qui montrent que plus une langue est genrée, plus ça semble correspondre à des inégalités sociales. Tout ça parce que la façon dont on parle, ça influence notre vision du monde. Parce qu'on utilise des mots dans notre tête pour structurer nos pensées, quand on fait des raisonnements. C'est toujours avec des mots. Alors, les mots qu'on a dans notre langue influencent notre vision du monde. Le français est une langue qui marque le genre partout. C'est une langue très genrée, comme à peu près le quart des langues dans le monde sont comme le français. On pense entre autres l'espagnol, qui est très similaire. Il y a des langues qui n'ont pas de genre, comme le basque. Puis il y a l'anglais, l'anglais qu'on côtoie presque à tous les jours, qui est une langue qu'on dit de genre naturel, où le genre est marqué seulement sur quelques mots. En fait, sur les pronoms. On a he, she. Mais autrement, si je dis president, student, vous ne savez pas. Est-ce que je parle d'un homme ou d'une femme? Je vais changer la diapo. Alors, parce que le genre grammatical, quand on parle des êtres humains, est lié au sexe ou à l'identité de genre de la personne, il y a souvent, on se rend compte que le langage est au cœur de beaucoup de revendications politiques, que ce soit pour les femmes, les personnes non-binaires, mais c'est aussi vrai. Le langage est aussi important pour d'autres groupes sous-représentés, que ce soit les personnes racisées ou les personnes en situation de handicap. Le langage est toujours au cœur des revendications politiques, on dirait, d'où son importance. Alors, c'est super. Je trouve ça vraiment super de voir votre intérêt pour la question, parce que c'est important. Et d'ailleurs, la masculinisation du français, la fameuse règle, le masculin l'emporte sur le féminin, c'est une décision très politique. Elle est venue à une époque où l'imprimerie est arrivée. Alors, on commençait vraiment à avoir une culture littéraire, une culture écrite, qui était plus facile d'avoir accès à l'écrit. Et il y avait des femmes intellectuelles qui écrivaient, et on trouvait qu'elles dérangeaient un peu dans le paysage en France. Alors, les grammairiens sont venus avec cette règle-là du masculin, qui était le genre le plus noble. Donc, ils se sont mis à donner la préséance au masculin dans les accords. Puis tout ça a culminé à un moment donné avec un nouveau code juridique, le Code Napoléon, qui est l'ancêtre du Code civil utilisé au Québec et qui a subordonné vraiment les femmes aux hommes, qui a fait d'elles des enfants.
Alors, il ne faut vraiment pas négliger la dimension politique du langage. Elle est vraiment très, très importante. C'est ça, vers le milieu des années 1900, là, on a commencé à avoir un autre retour du balancier. Les femmes ont pris plus de place sur le marché du travail et en reprenant leur place dans la sphère publique, bien, elles ont voulu qu'on nomme les rôles qu'elles jouent. Et le Québec a vraiment été un pionnier. La première à avoir commencé à parler vraiment de féminisation des titres, de le mettre par écrit, c'était Louki Marcianic dans un roman. Alors, les arts, on est toujours à l'avant-scène. Alors, elle a écrit un roman très, très important pour le milieu féministe, appelé Le Guillaume. Si jamais vous avez le goût d'aller lire, c'est très, très intéressant. Alors, voilà un petit peu pour le contexte historique des revendications qui entourent le langage. Alors, est-ce que le français est sexiste? Ben, oui et non, dans le fond, parce que oui, de la façon dont il en est venu à être enseigné, mais non, parce que si on regarde l'historique du français, il a toutes les ressources pour nommer et inclure au moins les femmes. Et parce que le langage continue d'évoluer, il y a aussi les outils pour inclure les personnes non-binaires. Le Guélion est écrit par Louki Bersianic. Merci pour la question. Alors, si on écrit, j'utilise l'expression rédaction standard ou écriture standard pour référer à l'utilisation de la vieille règle du masculin, la porte sur le féminin, et qui fait qu'on peut utiliser le masculin comme genre neutre. Alors, quand on écrit selon les règles standards, qu'est-ce qu'on oublie? Parce qu'on a vu, j'ai déjà mentionné, je pense qu'il n'y a pas juste des hommes dans la population. Alors, juste pour des statistiques pour mettre un petit peu plus en contexte, justement. Les femmes sont majoritaires. C'est étrange qu'on ait dit que c'est le masculin qui l'emporte et qu'on écrive encore juste comme ça, beaucoup. De moins en moins, mais encore. Les femmes, à peu près 49%, et les personnes non-binaires, à l'heure actuelle, on pense que c'est autour de 1%. On devrait avoir un chiffre plus clair là-dessus quand les résultats du récent recensement vont être publiés. Alors, si on veut servir le public dans toute sa diversité, il est bon de se demander, de regarder comment on écrit. On n'écrit pas juste pour des hommes de race blanche. Et servir le public dans toute sa diversité, ça veut dire aussi donc penser aux femmes, penser aux membres des minorités visibles, aux personnes en situation de handicap, personnes de la diversité sexuelle et de genre. Un des outils qu'on a pour vérifier si on les inclut, c'est l'analyse comparative entre les sexes plus. Je ne parlerai pas longuement de ce sujet-là, mais peut-être que vous en avez entendu parler si vous recevez du financement du fédéral, par exemple. C'est une méthode qui a pour but de déterminer si les programmes, les services qu'on offre ont les mêmes effets, produisent les mêmes résultats pour tout le monde, indépendamment de leur identité de genre ou leur sexe, et aussi d'autres facteurs comme la langue, qui est un enjeu important pour nous en contexte minoritaire. Si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous avez le goût de creuser cette question-là, l'analyse comparative entre les sexes, il y a un cours gratuit que vous pouvez aller faire. L'adresse est à l'écran et donc puisque je pense que vous allez avoir, la présentation sera sur le site, alors vous pourrez vous référer au lien. Et c'est un bon outil pour si vous voulez progresser dans vos objectifs d'équité et d'inclusion. Une des choses qu'on fait en analyse comparative entre les sexes, c'est de regarder nos suppositions, nos a priori. Alors, quand vous écrivez, est-ce que vous supposez que les communications vont produire le même effet sur les femmes et les hommes? Est-ce que vous supposez qu'il n'y a pas de lien
entre la langue et la condition des femmes, la condition des personnes non-binaires? Est-ce que vous supposez qu'il y a une seule façon d'écrire, puis que cette façon-là, c'est l'Académie qui la décide? Est-ce que vous supposez que tout le monde est d'accord avec le point de vue de l'Académie? Est-ce que vous supposez que la grammaire, ça ne change pas? Ma réponse, c'est toutes ces questions. Et je pense que vous autres aussi, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est probablement parce que vous soupçonniez que c'était aussi le cas. Parce que le langage n'est pas neutre. Alors, si le langage n'est pas neutre, comment est-ce qu'on peut écrire de façon plus inclusive? On arrive dans le vif du sujet. Vous avez sûrement vu déjà beaucoup des exemples de techniques pour écrire de façon inclusive. Il y a beaucoup de solutions qui sont mises de l'avant en ce moment. Moi, je vous propose une approche. C'est l'approche qui me semble la plus pertinente et la plus inclusive de tout le monde à l'heure actuelle. Et quand je dis inclusif, je ne pense pas seulement aux femmes et aux personnes non-binaires, mais je pense aussi aux questions d'accessibilité. Alors, peut-être que vous avez vu des paragraphes explicatifs. Peut-être que vous avez déjà vu les points médians, les obliques et les parenthèses pour inclure. Les paragraphes là, du genre, pour ne pas alourdir le texte, nous conformons à la règle qui permet d'utiliser le masculin avec la valeur de l'homme. Ça, c'est vraiment dépassé. C'est comme si on disait que, oui, les femmes ont leur... juste un petit paragraphe, après, on peut les oublier. C'est pas suffisant. On est rendu plus loin que ça. Pour les autres, des exemples des autres méthodes, comme le point médian, les obliques parenthèses, vous avez sûrement déjà vu ça aussi dans différentes publications. Alors, un exemple de point médian, les étudiants ES, les parenthèses, et ça, la gestionnaire. Les inconvénients de ces méthodes-là, des procédés typographiques, alors qu'ils utilisent des signes comme le point, les obliques, les parenthèses ou des crochets, des fois, c'est que pour les personnes qui utilisent un appareil de synthèse vocale pour avoir accès au texte, les résultats varient beaucoup. Des fois, c'est potable, des fois, c'est moins bon. Ce sont des appareils qui peuvent être personnalisés, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de façon de prédire il n'y a pas de façon d'écrire d'une façon que ça va bien passer, que les résultats vont être comparables sur tous les appareils. En bout de ligne, ça, de toute façon, même quand ça passe assez bien, ça donne une lecture très assurée, comme les étudiants ES. C'est vraiment ce que la machine va lire. Alors, imaginez un texte qui est truffé de points médians, ça devient très, très difficile à décoder pour la personne qui l'écoute. Ça peut aussi, il n'y a pas de données concluantes, il n'y a pas d'études qui ont été faites, mais on soupçonne aussi que ça rend le texte beaucoup plus difficile à déchiffrer pour les personnes qui ont des troubles de la lecture, que ce soit parce qu'ils ont une dyslexie ou parce qu'elles ont une faible scolarisation. Puis en contexte minoritaire, on sait qu'une partie de la population n'a pas pu poursuivre ses études en français nécessairement très loin, avant qu'on ait les écoles secondaires en français en Ontario. Ça veut dire que déjà, lire en français peut être plus difficile pour notre clientèle. Et si on commence à utiliser des choses comme les procédés typographiques pour inclure, ça ajoute un autre degré de difficulté pour avoir accès au texte. Alors, si ça, c'est ce que moi, je conseille d'éviter pour les raisons que je viens de vous exposer, voilà, moi, les procédés que je recommande pour mieux inclure et arrêter d'écrire seulement pour les hommes. Et je dis bien mieux inclure. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, dans l'état de la langue, qu'il y a de solution idéale. L'important, c'est vraiment de montrer une volonté d'inclure. Il y a 3 grands procédés et idéalement,
c'est de tous les utiliser. C'est pas de dire « Ah, moi, je vais toujours prendre celui-là ». Je pense pas qu'il y en a un qui peut faire la job tout le temps. Alors, on va les regarder un par un. Est-ce que ça va jusqu'ici? Tout le monde suit? Oui? OK, c'est bon. Alors, le premier procédé, les formulations neutres. Et je pense que vous en avez, dans votre quotidien, dans vos lectures, probablement que tous ces procédés-là, vous les avez déjà vus utiliser, mais c'est juste d'attirer un peu plus l'attention dessus. Alors, des exemples de formulation neutre. La population canadienne est la plus instruite au monde. 50% des adultes du pays détiennent un diplôme d'études postsecondaires. Le projet sera réalisé avec la participation du corps enseignant. On fera en sorte d'aider les collectivités, la police et les tribunaux à travailler ensemble. Les parlementaires recevront une invitation par courriel. Le port du masque est obligatoire dans ces locaux. Si vous conduisez, vous devez éteindre votre téléphone. La direction générale veille au respect des politiques. Alors, tous ces exemples-là sont des formulations neutres. On ne cible pas particulièrement un genre ou l'autre. Alors, dans ce qu'on vient de voir, on a différentes catégories. On a comme différentes catégories. On a des formulations neutres qui utilisent des mots épicènes. Un mot épicène, c'est un mot qui peut être féminin ou masculin. On peut dire un parlementaire ou une parlementaire, un adulte ou une adulte. Alors, c'est des mots très utiles en rédaction inclusive. On a aussi des termes collectifs dans ce qu'on a vu. Oups, pardon, excusez-moi, j'ai avancé trop vite. La population canadienne, le corps enseignant, la collectivité, la police, les tribunaux, la direction. Tout ça, ce sont des termes collectifs qui désignent un ensemble de personnes. Ou, c'est une bonne question. Le mot membre, moi, je le traite comme un épicène. Je sais que selon les dictionnaires, c'est un, mais moi, je n'hésite pas à mettre une. Formulation verbale, alors si vous conduisez, normalement, on aurait probablement été porté à écrire « le conducteur doit », n'est-ce pas? Alors, si vous conduisez, avec le pronom « vous » qui est épicène. Oui, les recommandations sont en ligne avec les pratiques prônées au Québec, oui. J'ai une question. Maryse. Ah oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ok, d'accord. Je voulais juste dire, puis j'essaie de le mettre dans le chat, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mon ordi fait quelque chose de peu bizarre. Mais je voulais juste dire, moi, en fait, je suis aveugle de naissance, donc j'utilise une voix de synthèse pour lire mes messages. Bon, j'utilise le braille aussi, mais pour lire des documents, en fait. Et effectivement, tous les trucs du genre les étudiants, .e.s ou des parenthèses, effectivement, ça donne des lectures, une lecture assez assurée. Fait que je suis vraiment contente que vous le souligniez parce que c'est bien la première fois que j'entends quelqu'un dire quelque chose comme ça, parce que c'est vrai, c'est très vrai que ça donne vraiment une lecture pas très agréable. Merci de le souligner, Maryse. Comme étant moi-même une personne en situation de handicap, moi je suis à une mobilité réduite, ça me rend un peu plus consciente de ces enjeux-là. Alors, quand j'ai abordé la question de la rédaction inclusive, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est ça, je me suis posé des questions que d'autres personnes ne se posent pas toujours naturellement. Je pense que ça illustre la valeur de la diversité et de l'inclusion. Hein. Quand on a des personnes différentes dans la salle, on se pose des questions différentes. Ouais. Non, mais merci de le souligner. En tout cas, j'étais comme synthèse vocale. Oh oui, mais je connais ça. Moi, j'en utilise là tous les jours. Donc, Oui. ouais. J'ai lu hier, parce que je continue de m'instruire, j'ai lu hier qu'apparemment aussi pour le braille, c'est pas évident. Ça rend aussi la lecture plus difficile en Ben braille. oui, c'est sûr, parce que ça prend de la place, hein, toutes Oui, ces trucs supplémentaires-là. Puis tu dis, ben, tu sais, alors, oui, effectivement, c'est un bon point. oui. J'ai une question dans le chat de Andréane. Mot gestionnaire. Gestionnaire est un autre exemple de mot épicène. On peut dire le gestionnaire ou la gestionnaire. En fait, les mots en R sont épicènes. Puis on va voir
j'aborde un peu plus loin des néologismes et les finales en R sont très porteuses. Elles permettent vraiment de créer beaucoup de nouveaux termes qui sont faciles à comprendre et qui sont épicènes. Alors, dans les techniques pour les formulations neutres, on a aussi la dernière catégorie que j'inclus, c'est le recadrage. C'est mon exemple avec le port du masque. Au lieu de mettre l'emphase sur la personne elle-même, on se recule un peu puis on parle de l'activité, le port du masque. Alors, est-ce que ça va? Est-ce qu'on a des questions sur... Oui, on écrirait le ou la gestionnaire. Ou si on peut... pardon, j'ai une question dans le chat. Alors, on me pose la question sur le mot gestionnaire. Souvent, le truc pour éviter... On peut mettre au pluriel, ce qui permet d'éviter d'avoir à mettre le doublé. Alors, si on veut une formulation neutre, je préfère dire les gestionnaires assisteront à la réunion. Voilà justement un exemple avec gestionnaire. Là, on est dans les doublets. Je vais juste avancer mes notes, juste un petit moment. Je pense que les doublets, c'est une autre solution avec laquelle beaucoup de monde sont déjà familiers. Le doublet, les Canadiennes et les Canadiens, est devenu quasiment une forme figée. Il me semble que j'entends toujours la voix de notre ancien premier ministre commencer systématiquement ses discours par les Canadiens et les Canadiennes. C'est parfois vu comme renforçant la binarité. Alors, je pense qu'il faut en être conscient. Donc, il ne faut pas abuser des doublets. Mais pour moi, il demeure un procédé utile et nécessaire parce qu'ils permettent de mettre fin à des siècles d'invisibilisation des femmes. Dans l'inclusion, on n'y arrivera pas en niant l'existence du féminin. Alors, quelques exemples de doublets. Les doublets, on peut les avoir sur les noms, comme le deuxième exemple, les intervenantes et intervenants participeront à la formulation du plan de travail. Et ensuite, on a « il ». Donc, la façon dont je recommande d'écrire pour l'instant, c'est quand on a eu un doublet de nom, après, le pronom peut être masculin. Quand même, pour économiser de l'espace. On peut, si on a utilisé un mot épicène, comme le premier exemple, les gestionnaires doivent tenir compte du genre et d'autres dimensions de la diversité dans leur travail. Par la suite, pour être plus inclusif, on pourra à ce moment-là avoir un doublet de pronoms, c'est-à-dire qu'elles et ils doivent réfléchir aux effets de leurs décisions, que leurs décisions pourraient avoir sur divers segments de la population. Et un autre exemple de nom ou en doublet, les Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens sont fiers de leur langue. Peut-être que vous allez vous poser la question de l'accord à ce moment-là, que vous voyez avec la paire franco-ontarienne, franco-ontarien. J'ai mis franco-ontarien plus près de l'adjectif fier. Comme ça choque moins l'œil. Est-ce que ça va pour les doublets? Oui, j'ai une main levée. Camille. Oh, pardon. Oui, donc moi, ma petite question, avec la technique des doublets, est-ce qu'on devrait mettre le mot féminin en premier ou le mot masculin en premier? C'est ma question. C'est une très bonne question. Idéalement, on veut éviter de renforcer les stéréotypes. Alors, ne pas toujours mettre le masculin en premier, c'est une bonne pratique. Pour ce qui est de l'ordre, ça dépend vraiment de vous. Il y a deux façons de procéder pour varier l'ordre. On pourrait choisir d'utiliser l'ordre alphabétique. Alors, ça va faire une variation aléatoire. Donc, tantôt, ce sera le masculin devant, tantôt le féminin qui suivra. L'ordre alphabétique ou... voyons, est-ce que je m'en allais avec ça? Tiens, on va voir. Excusez-moi. C'est
Marie-Josée? Oui. Oui. Si je me permets, je ne sais pas si ça va t'aider, effectivement. Dans l'ordre, c'est que il y a peut-être des mots qu'effectivement, bon, ça commence par A, B, C, machin, puis plus on avance, donc à ce moment-là, cette variation, on va la retrouver, donc par rapport à l'accord. Donc, une fois, ça peut s'accorder avec les mots, là, je ne sais pas moi, ABCD, machin. Puis après ça, donc, cette variation-là, comme fier, je trouve ça intéressant. Fier on pourrait avoir 3 lignes plus loin. Au lieu de commencer par franco-ontarien, là, ça commence, là, on a franco-ontarienne, ça serait fier qui s'accorde avec le franco-ontarienne. Donc, j'entends cette variété, cette être créative. Oui. de créativité, parce que notre langue, elle est belle. Donc, utilisons tous ces éléments, ces éléments-là, bien évidemment. C'est ce que j'entends un peu, là. OK. Tout à fait, oui, tout à fait. On a d'autres mains levées. Camille. Sinon, j'allais déjà poser ma question. Ah, vous l'avez question, pardon. De Bruyne, est-ce que je prononce bien? Oui, c'est Audrey. Moi, ça vient me casser un de mes a priori ou un stéréotype. Je pensais qu'on mettait le féminin d'abord pour être poli. Alors, est-ce que c'est être trop sexiste de dire les femmes d'abord? Mais comme... Puis, ça s'entend sûrement à mon accent, mais je viens de France, donc c'est aussi de casser certaines habitudes françaises et s'adapter à la canadienne pour être encore plus inclusif, parce que les Français ne sont pas les premiers dans le domaine. Mais pour moi, mettre les intervenantes, les franco-ontariennes, c'est parce que c'est féminin et que c'est les femmes d'abord. Mesdames, messieurs, bonjour. C'est rarement messieurs, mesdames, bonjour. C'est un bon point. J'aime cet angle-là. Moi, j'ai travaillé, comme vous savez, j'ai travaillé longtemps au ministère des Femmes et là, parce qu'on avait des programmes qui s'adressaient d'abord et surtout aux femmes, on avait pour politique de mettre le féminin d'abord. Mais je pense que de varier est probablement une bonne chose et ça, comme ça, on évite de hiérarchiser les genres. Que ce soit par politesse, de dire que le féminin doit passer d'abord ou que parce que les hommes sont plus nobles, de les mettre d'abord. Je suis très en faveur de briser les hiérarchies. Et dans les exemples que vous avez que vous voyez en ce moment à l'écran, donc si on prend intervenante ou intervenante à cause du E est un premier dans l'ordre alphabétique. Pour le deuxième exemple, dans le fond, dans ce cas-là, j'ai choisi l'ordre pour que le masculin soit plus près ce soit celui qui est le plus près de l'adjectif. Mais donc, en variant la position, je pense que c'est ce qui est idéal pour vraiment briser les hiérarchies. Mais je ne suis pas opposée à mettre le féminin d'abord. Ça le rend plus visible parce que ce qu'on voit en premier, on a tendance à dire que c'est ça le plus important. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas... c'est pas coulé dans le béton. Hein. C'est la langue, c'est quelque chose qui est mouvant. Et il faut toujours aussi être conscient qu'il y a différents niveaux de langue, on a différents contextes de communication. Je pense que la plupart d'entre vous travaillez dans le monde des communications. Alors, vous savez qu'on n'écrit pas communiquer de la même façon qu'on écrit une note interne ou un compte-rendu de réunion. Il faut toujours s'adapter au contexte de communication. Merci pour les questions, j'aime ça. Alors, le troisième procédé, j'ai une question dans le chat. Je vais la lire. N'y a-t-il pas des enjeux à la rédaction épicène en français si nous désirons mettre fin à la visibilité des femmes? Il y a des outils au niveau de l'inclusion des personnes trans non binaires. La finition des textes demeure tout aussi problématique. Comment prôner le respect linguistique lorsque nous désirons les inclure?
Merci beaucoup, Maria-Elena. C'est une très bonne question. Je pense que c'est vraiment une question d'équilibre. Je pense qu'en utilisant une combinaison de formulations neutres et en utilisant à l'occasion les doublets, ça véhicule le message qu'on a un désir d'inclure. Dans un rapport annuel ou un autre document de prestige, on pourrait amener ça un cran plus loin et inclure une petite note liminaire qui expliquerait les enjeux de l'expression du genre en français et la note dans laquelle on dirait qu'on comprend que le féminin et le masculin ne sont pas des absolus, mais seulement des pôles dans le continuum du genre. Parce que c'est ça, en fait, l'enjeu. Maintenant, c'est que masculin et féminin sont pas... On reconnaît qu'entre les deux, il y a toute une gamme de possibilités. Le troisième grand procédé que j'utilise, c'est l'alternance. L'alternance, on peut la faire à l'intérieur d'une phrase ou on peut la faire à l'intérieur d'un ouvrage. Par exemple, si on a un essai, un livre, une monographie qui parle, mettons, de l'enseignement. On a beaucoup de gens du monde de l'enseignement aujourd'hui. Alors, on pourrait avoir un chapitre qui parle de l'enseignante, puis le chapitre suivant, de l'enseignant, et alterner comme ça. Donc, on donne l'idée qu'il n'y a pas juste des hommes. Des exemples d'alternance dans la phrase, c'est ce que j'ai mis à l'écran parce que là, de toute évidence, je ne pouvais pas mettre un livre à l'écran. Toute personne qui travaille dans les arts est admissible, qu'elle soit peintre, maquilleur, autrice, comédien ou autre. Vous devez constituer une équipe de communication. On vous a déjà assigné un commis et une rédactrice. Décrivez vos autres besoins de main-d'œuvre. Alors, dans la première phrase, c'est ça, vous voyez, on passe carrément peintre, maquilleur, autrice. Un peintre est un épicène, maquilleur masculin, autrice féminin, comédien masculin et autres est ouvert vraiment. Et l'exemple suivant, un commis masculin et une rédactrice féminin. Et dans le choix des mots, j'essaie de ne pas renforcer les stéréotypes. Alors, notamment dans le domaine du maquillage, on a plus de femmes, mais j'ai choisi volontairement, j'ai vraiment choisi de mettre ce mot-là au masculin pour briser les stéréotypes. Alors, ce sont l'alternance à l'intérieur d'une phrase, je l'utilise souvent avec des énumérations non exhaustives. Donc, quand des énoncés qui vont commencer avec les mots « par exemple »,« notamment »,« entre autres ». Est-ce que ça va pour ça? En fait, c'est ça, le deuxième exemple était une mise en situation. L'important, ce n'est pas de tout énumérer, mais vraiment de se rendre compte du fait qu'il n'y a pas juste des hommes dans le paysage. Alors, je vous ai promis de parler un peu des nouvelles frontières dans le domaine de l'inclusion langagière. Merci pour le commentaire. Oui, c'est intéressant comme technique, l'alternance. Ça peut être très utile. Alors, les nouvelles frontières, je vous en donne quelques exemples. Et là, ça bouge beaucoup. Je vais signaler ceux que dans un contexte de communication officielle, qu'on pourrait se permettre dans certains cas d'inclure. Et sinon, les autres, il faut vraiment, à ce stade-ci, on surveille. Il s'agit de surveiller parce qu'il n'y a pas encore consensus. Alors, on a des néopronoms, des nouveaux pronoms. Peut-être que vous en avez déjà vu de ceux que j'ai listés. Yel et toutes ces variantes orthographiques. Là, des fois, il y a écrit avec Y, Yel, aussi I. Alors, tout ça, sont très proches de Yel, qui est la fusion de il et elle. Alors, celui-là, moi, je l'utilise
dans mes communications officielles à l'occasion. Par exemple, si j'écris à une personne non-binaire, non, plutôt si j'écris à propos d'une personne non-binaire. Par exemple, dans un colloque, on dit qu'une des personnes invitées à prononcer un discours, c'est une personne non-binaire. La chose respectueuse à faire, ce sera d'utiliser le pronom approprié. Si cette personne-là utilise en anglais they, en français, je vais avoir tendance à mettre yel. Si la personne a déjà indiqué qu'en français, elle préfère un autre pronom, ben non, on déférera à son choix, on mettra ce qu'elle veut. Alors, vous savez d'autres options à l'écran, al, ul, tous, tous qui est la fusion de tous et toutes. J'aime bien celui-là, mais je ne le mettrai pas dans un texte officiel. Peut-être un courriel interne, mais je ne suis pas sûre qu'il serait bien compris. Des néologismes neutres, je vous parlais que les finales en R sont vraiment très utiles. Avant d'aller plus loin, j'ai une question, Maria-Hélène. Puisque les nouveaux pronoms ne sont pas très communs, est-ce qu'il est habituel d'utiliser une note explicative ou autre pratique pour les auditoires qui ne connaissent pas cette pratique? C'est une bonne question. J'avoue que je n'ai jamais senti le besoin de l'inclure. Quand j'utilisais un pronom, sauf que je dois vous avouer, en général, je m'adressais surtout à un public initié. Et c'est là que le contexte est important. Si vous le jugez utile, oui, incluez une note explicative la première fois que IL apparaît dans votre texte. Une petite note en bas qui explique que c'est la fusion de I et le L. Al et ul sont d'autres pronoms équivalents à IL. Ce sont la troisième personne du singulier. Alors, certains préfèrent al, ul. Mais d'après les sondages qui ont été faits, c'est vraiment IL qui est le plus populaire à l'heure actuelle comme pronom de rechange à il et elle. Maryse a une question. Je vous écoute. Oui, mais quand on a justement le fameux yel ou un pronom comme ça, le verbe après, il est quoi? Il est masculin? Comment est-ce qu'on accorde le verbe après? C'est une très bonne question. Mais vous voulez dire si on a un participe passé, par exemple, hein, ou Oui, un exactement. adjectif? Oui, c'est Oui. ça. C'est une très bonne question, puis la réponse est « ça dépend ». Ah, En général, les personnes non binaires, compte tenu des limites actuelles de la langue, vont indiquer une préférence soit pour l'accord au féminin, soit pour l'accord au masculin. Alors, dans ce cas-là, il est bon on se renseigne. Souvent, il va être indiqué dans le bloc signature de la personne ou dans son profil LinkedIn. La plupart vont l'annoncer, quelle est leur préférence, et à ce moment-là, je vais m'aligner là-dessus. Si je ne le sais pas, si je n'ai pas réussi à le déterminer, je vais essayer par tous les moyens de ne pas utiliser un mot qui me demande de marquer le genre à ce moment-là. Je vais utiliser une périphrase, donc utiliser plusieurs mots au lieu de parler de l'animateur ou de l'animatrice, je vais dire la personne qui va animer. OK, d'accord. C'est beau, merci. Ça n'a pas de quoi. On a une autre question de Maryse, celle-là. Ou est-ce que j'ai déjà répondu? Ah, vous avez Ah, répondu. c'était moi. Oui, j'ai répondu, excusez-moi. C'est beau, c'est beau. Parfait. Attends, je Mais pense que merci j'ai pour les baissé ma main. questions. Ouais, j'ai baissé ma main, je pense pas. Oui, c'est baissé, merci. Merci pour les questions. C'est très, ça rend ça plus pertinent pour vous. Alors, merci beaucoup. Les néologismes, je vous donne 2 exemples. Auteur, peut-être que vous avez vu celui-là. On commence à le voir beaucoup plus dans le milieu artistique. Auteur est le pendant neutre de auteur et autrice, ou auteur. Quand même, tout à fait acceptable. Oui, et comme Andréane le souligne, le mot personne est souvent utile. Il ne faut pas en abuser parce que ça peut finir par être très, très lourd, mais oui, j'avoue que les personnes survivantes, les personnes immigrantes, c'est très utile.
D'autres exemples de néologismes, sénateur. Celui-là, j'avoue que je ne l'ai pas vu encore, mais je l'ai lu comme sous la plume d'une grammairienne et ça serait c'est tout à fait envisageable. Dans les solutions qui sont avancées, on a aussi des caractères spéciaux, comme ici, on a l'exemple avec la ligature, où le AE fusionné ensemble est censé représenter les deux finales, la finale en E accent aigu et E accent aigu. Mais ça, je pense pas que le public soit, pour le grand public, je pense pas qu'on soit rendu là. Mais je le présente parce que ça existe. Et peut-être que vous l'avez déjà vu. C'est pour vous donner une idée vraiment des expérimentations en cours. Il y a aussi carrément une police de caractère inclusive qui a été mise au point. Si vous avez le goût de voir à quoi elle ressemble, vous pouvez la chercher sur Internet. C'est un Genevois, Tristan Bartolini, qui a créé ça. C'est intéressant. Je pense que c'est difficile à décoder un peu. C'est pas nécessairement accessible, mais ça montre qu'il y a une volonté de changer nos façons de communiquer pour rendre ça plus inclusif pour tout le monde. Dans les types de civilité, je ne sais pas si vous avez suivi un peu ce qui se passe au niveau fédéral, mais vous savez que maintenant, quand on fait une demande de passeport, on n'est pas limité à féminin ou masculin. On peut aussi demander X pour le troisième genre neutre. Alors, le premier des titres de civilité que j'indique, mix, c'est l'équivalent du X. Monestre, minestre, quidam sont d'autres exemples de titres qui sont équivalents à mix, mais c'est mix. Écrit MX ou MIX, qui est le plus courant à l'heure actuelle. J'avais une main levée. Je ne la vois plus. Oui, ben c'est ça. C'est Andréane. Comment le mot qui est écrit à côté de juge, on dit ça comment? Puiné. Pensez à curriculum vitae, c'est le même AE qu'on a dans le curriculum vitae. Mais ça veut dire quoi, ça, des juges puinés? C'est un titre fédéral, c'est dans la hiérarchie des juges, c'est un peu comme un juge en chef. Ah, OK. Oui. J'essayais de lire ça, là, puis c'est comme, je pouvais même pas savoir qu'est-ce qui était. OK. Non, c'est intéressant. OK. Oui, merci. Oui. Et je vois on a un commentaire dans le clavardage. Kidam, oui, je sais, d'habitude, on dit un Kidam, mais il fait partie des options suggérées comme possibilité en remplacement de monsieur ou madame. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai lu, je l'ai vu dans les possibilités recensées. Mais comme je vous dis, il est plutôt rare. Est-ce que j'avais une autre question? Non, ça va. OK. Alors, on continue de regarder dans les autres explorations et expérimentations en cours. On a aussi l'accord de proximité. Et ça, c'est ramener une vieille façon de faire en français. Et ça fait partie des mécanismes que moi, je recommande maintenant. Je ne l'aurais pas fait il y a 5 ans. Mais l'accord de proximité, c'est pour prendre la place de la règle masculine, l'emporte sur le féminin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en France, il y a carrément des membres du corps enseignant qui ont pris l'engagement de ne plus enseigner la règle du masculin l'emporte sur le féminin et à la place vont enseigner l'accord de proximité. Il y a aussi des périodiques qui ont commencé à le faire. Je l'ai vu au moins une fois dans Libération, mais même si je n'ai pas vu de politique officielle de leur part, mais Slate.fr a carrément pris publiquement l'engagement d'utiliser maintenant l'accord de proximité. Qu'est-ce que ça veut dire l'accord de proximité? Je vous donne le premier exemple. C'est très choquant, c'est pour que vous le voyez. Que les hommes et les femmes sont belles. Alors, belle est accordée avec femme, qui est le mot le plus proche. La plupart du temps, on utiliserait l'accord de proximité
comme dans le troisième exemple. Les intervenantes et intervenants intéressés sont invités à s'inscrire. Vous voyez, là, il passe inaperçu, l'accord de proximité. Pourquoi j'aime l'accord de proximité? C'est qu'il permet de remédier à vraiment des cas illogiques. Oui, effectivement. Mais l'Académie française aime peut-être pas trop l'accord de proximité, mais c'est revenir aux sources du français. Hein? Alors, c'est un mécanisme qui existe dans la langue. Et de toute façon, dans les classiques, on en trouve plein d'exemples. J'aurais peut-être dû inclure un exemple tiré des classiques de la littérature française, mais ils sont encore... on en voit beaucoup, beaucoup d'exemples. Alors, si on regarde l'accord de proximité, mon deuxième exemple, un étudiant et 3 enseignantes sont entrés. Voyez-vous, si on utilisait l'accord standard du masculin qui l'emporte, il faudrait écrire un étudiant et 3 enseignantes sont entrées et S. Mais les femmes sont en majorité et non seulement ça, les femmes hiérarchiquement sont plus élevées parce qu'on a un étudiant et des enseignantes. Les enseignantes en rang supérieur. Alors, de mettre le masculin, c'est comme pas logique. Pour moi, dans ma tête, là, ça ne marche pas. Alors, en appliquant l'accord de proximité, on peut accorder entrée avec enseignante. Et ça, c'est admis. C'est sûr qu'Antidote n'est pas encore rendu là, mais dans le domaine des communications, je pense que vous êtes capable de faire la part des choses. Et ça, c'est vraiment un niveau organisationnel qu'il faut prendre cette décision-là. C'est sûr que si vous écrivez pour la presse plus, avant d'utiliser d'appliquer cette règle-là, il faudrait peut-être en parler avec la personne qui vous révise pour s'assurer qu'ils ne diront pas que vous avez fait une faute d'orthographe. Mais moi, j'entends le recommander à des clients maintenant. Je pense qu'on est rendu là, que c'est comme la prochaine frontière. Tout ça pour dire qu'une langue vivante, c'est une langue qui change. On a des mots aujourd'hui qui n'existaient pas avant, des courriels. Maintenant, on trouve ça naturel de parler de courriel. Et c'est bien. Je pense que là, on est rendu à la faire bouger d'une façon vraiment majeure qui touche plus la grammaire, comme on l'a fait à l'époque de Vosges-là, en 1600 quelque chose. La grammaire aussi peut changer. C'est sûr que ce sont des changements qui ne sont pas instantanés et on peut se trouver que les choses ne sont pas parfaites à l'heure actuelle, mais on se dirige vers ça. Des petites mises en garde. Je vais juste regarder l'heure. On est encore bonne. J'ai utilisé le féminin parce que je pense qu'on est surtout des femmes dans la salle. Et oui, je suis d'accord avec le commentaire de Marie-Hélène qu'un jour, la rédaction inclusive sera pratique commune. Dans 100 ans, quelqu'un va regarder tous les outils de rédaction et rire. Oui, oui, sûrement. Oui, tout à fait. Alors, des petites mises en garde. Si vous utilisez des appellations officielles, il faut vraiment s'en tenir à ce qui est établi. On ne peut pas décider pour quelqu'un d'autre de changer leur appellation. C'est la même chose avec les citations. Hein. On ne peut pas décider qu'on va citer un auteur et modifier ses mots. Si on veut le faire, alors à ce moment-là, il faut utiliser les crochets. Je pense que vous devez être familier avec la règle qui permet d'inclure un crochet, un commentaire, par exemple. On va mettre ici quand on cite quelque chose qui a une faute d'orthographe. Moi, je fais la même chose. Si je cite quelque chose qui a été rédigé en rédaction standard et que moi, j'écris un texte avec des règles d'écriture inclusive, à ce moment-là, des fois, je vais mettre entre crochets un commentaire pour inclure la forme féminisée ou des fois une note de bas de page disant que ce que je cite utilise les règles standards d'écriture. Si vous créez des appellations comme vous, à l'info, ou dans vos organismes, dans les conseils scolaires, quand vous créez un nouveau programme, vous pouvez choisir des mots qui sont inclusifs. Alors, j'essaie de toujours semer cette petite graine-là. Je pense que c'est important. Donc, au lieu d'avoir un programme de prêt aux étudiants, je m'excuse, c'est un exemple fédéral, je n'avais pas d'exemple franco-ontarien qui me venait plus en tête. Mais au lieu d'un programme de prêt aux étudiants, on peut parler d'un programme de prêt pour études. Alors, au moment de créer des nouvelles appellations, pensons inclusif tout de suite.
pensons aussi à la connotation des mots. Je disais qu'un de mes clients, c'est patrimoine canadien. Et le mot patrimoine, c'est un mot qui est masculiniste. C'est le patrie, c'est comme pater, papa. Donc, c'est le patrimoine, c'est les hommes. Le matrimoine, lui, n'est pas valorisé là-dedans. Alors, oui, je pousse un petit peu, mais ce sont des graines que je sème. J'ai répété souvent, je pense, cet après-midi, d'essayer de briser la hiérarchie dans les genres. Hein. Donc, juste encore une fois, le répéter, ça vaut la peine. Bien sûr, en communication, on ne veut pas sacrifier la lisibilité. C'est important dans les choix qu'on fait que le texte reste lisible. Et quand on fait des choix, par exemple, si vous choisissez la règle d'employer la règle de l'accord de proximité, bien, soyez cohérent. Utilisez la même règle à l'intérieur d'un texte, mais aussi idéalement à l'intérieur de toutes les communications de votre organisme. Je l'ai mentionné, mais je vais le répéter aussi, il faut tenir compte des préférences individuelles, surtout si on parle de personnes non-binaires ou qu'on s'adresse à des personnes non-binaires. Respectez le choix des pronoms et les choix d'accords, c'est important. N'oubliez jamais à qui vous parlez. Ça, je sais que vous le savez, vous êtes en communication. Mais se rappeler, tenir compte de qui on parle, c'est aussi se rendre compte qu'on ne parle pas toujours à des personnes qui nous ressemblent. On ne parle pas toujours à des femmes blanches ou des personnes qui sont, moi je les appelle les bipèdes, excusez-moi, je peux vous insulter, mais c'est mon terme pour dire, parce que j'aime pas dire que vous êtes des personnes normales. Alors, il faut toujours essayer de garder en tête qu'on ne s'adresse pas à des personnes qui sont exactement comme nous. Elles peuvent venir de tous les horizons. Et ça s'étend aussi au choix d'images. On a beaucoup parlé des mots aujourd'hui, mais quand vous utilisez des photos ou des emojis, essayez de considérer la diversité aussi dans votre choix. Et si vous utilisez des images, je vais me permettre un autre commentaire sur l'inclusion. N'oubliez pas de remplir le petit espace pour le alt text. On a toujours ça. J'étais pour le souligner, c'est Maryse, j'étais pour le souligner, justement, de parler du alt text parce que justement, souvent, les images ne sont pas décrites et quand on voit beaucoup de choses qui sont basées sur l'image et quand c'est pas décrit, ben ça donne pas grand-chose. Exactement. Merci de le souligner. Alors, je vais regarder le chat. J'ai un commentaire là. La cohérence, là où le secrétaire ou le ou la secrétaire. On doit décider en partant si c'est là ou le et non pas changer en cours de route. La cohérence, pour moi, je soulève. Pour ça, ce qui est de le ou là d'abord, ou là ou le, moi, je pense que c'est. Quand je parle de cohérence, ce n'est pas à ce niveau-là. Parce que je pense que de l'alternance à ce niveau-là, dans le choix des articles, par exemple, c'est une bonne chose de ne pas toujours avoir un genre devant l'autre. La cohérence, c'est vraiment plus au niveau des règles qu'on va appliquer, justement. Comme je donnais l'exemple de l'accord de proximité. Alors, si on décide qu'on va l'appliquer, il faudrait être systématique. Et si on décide d'adopter la rédaction inclusive comme organisme, c'est quelque chose de nouveau, mais pas juste l'appliquer de temps en temps, mais tout le temps. Ce serait ça, la cohérence. Alors, oui, on n'a toujours pas parlé de correspondance. Si on connaît l'identité, vous savez, dans la correspondance, en général, en français, on commence avec monsieur, madame, selon les règles standards. Si on s'adresse à beaucoup de personnes, maintenant, on peut, au lieu de mettre messieurs, monsieur, madame, on peut aussi mettre bonjour. Bonjour est une option tout à fait polie, inclusive de toutes et tous. Et on peut l'utiliser aussi avec une personne non binaire. J'ai inclus un petit exemple d'une lettre qui s'adresserait à une personne non binaire et qui parle d'une personne non binaire. Juste pour vous donner
petit aperçu. Alors, bonjour, je vous écris pour vous informer, pour vous inviter au Forum l'Ontario français d'hier à demain qui se tiendra le 11 mars 2021 à Ottawa. TK Ultel, qui compte à son actif un grand nombre de livres à succès, animera l'événement. Espérant pouvoir compter sur votre présence, je vous prie l'expression de mes sentiments les meilleurs. C'est signé Marie-Josée Martin, chargée de projet. Alors, on remarque, ça commence par bonjour au lieu de monsieur ou madame. On remarque peut-être le nom TK Ultel, ce que veut un nom non binaire. Alors, au lieu de dire que c'est un auteur ou une autrice, ou j'aurais pu utiliser un néologisme, auteur, mais en contexte de communication officielle, j'ai préféré utiliser une formulation verbale qui compte à son actif un grand nombre de livres. Alors, ça me permet de contourner le problème d'utiliser un néologisme. J'ai un commentaire de Maria Elena. Ah oui, pour les organisations bilingues, avez-vous des suggestions pour sensibiliser les anglophones ou les services de traduction à l'importance ou les enjeux de rédaction épicène dans les textes en français? Ah, merci, c'est un excellent commentaire. Je n'ai pas de recommandations particulières, sinon d'en parler avec vos collègues, d'essayer de... C'est très important, justement, si vous faites traduire des textes, de communiquer à votre équipe de traduction le fait que pour vous, l'utilisation de la rédaction inclusive est importante. J'ai publié sur mon blog de l'expressive.ca un billet à ce sujet-là. To have the gender talk with your translator team. Alors, si c'est une question qui vous intéresse, si vous êtes dans ce genre de contexte-là, bilingue, vous pouvez aller voir sur mon blog à l'expressive.ca dans la section du blog. OK. Alors, tout ça pour... J'aime cette citation d'André Makin, « La langue parfaite n'existe pas ». Surtout en contexte minoritaire, des fois, on a beaucoup d'insécurité linguistique. Je ne voudrais surtout pas que la rédaction inclusive ajoute à l'insécurité. L'important, c'est de montrer un désir d'inclure, et même si on n'est pas parfait, je pense que c'est correct. On apprend tout le monde ensemble à écrire de nouvelles façons. Alors, ça nous amène à la question, au segment de pratique. Est-ce qu'avant qu'on se lance, est-ce qu'on a des questions? Ça va? OK. Alors, j'espère que vous allez me suggérer des solutions. Il n'y a pas juste une bonne réponse en général. Et ce n'est pas parce que je n'y ai pas pensé, moi, que ce n'est pas bon. Ça se peut, à peu près à chaque présentation, on me fait des suggestions auxquelles je n'avais pas pensé. Et la meilleure solution va dépendre de votre contexte. Alors, premier exemple. Oui, j'ai déjà une main levée. Audrey. Oui, excuse-moi, c'est comme en écoutant. Qu'est-ce qu'on fait des gens, si par exemple dans mon texte, je commence à alterner enseignante, enseignant, qu'en face, des collègues qui me disent « Ben non, là, c'est pas consistant, quoi. » Comment faire, comment argumenter, comment sensibiliser aussi, parce que, OK, on a l'Académie française, OK, on a le dictionnaire quelque chose, etc. On a l'impression parfois que l'écriture inclusive devient comme quelque chose à la mode, mais de pas ancrer comme une nouvelle règle spécialement. Donc, comme si on avait du mal aussi à s'y mettre et que pour certains, c'était encore plus difficile de s'y mettre parce que c'est pas officiel, comme s'il manquait un caractère. Oui, je sais pas si le mot c'est officiel, mais. Ouais. Je vous entends bien. Oui, je vous entends. C'est très difficile. Puis, je pense qu'entre collègues, ce sont des échanges à avoir. Malheureusement, effectivement, on n'a pas encore
Il n'y a pas nécessairement. Les prises de position, il n'y a pas vraiment eu de prise de position de. Par exemple, si on pense à l'OQLF, l'alternance n'est pas vraiment mise de l'avant comme une solution par l'OQLF. Il y a beaucoup de documentation sur le site de l'OQLF, sur la rédaction épicienne, vous allez en trouver. Ah, on n'a plus de son? Est-ce que c'est juste une personne? Est-ce que vous pouvez confirmer que vous m'entendez bien? Moi, j'entends bien. Tu vois, OK. Chloé, vous entendez bien? Le son est bon. OK, bon, d'accord. Désolée pour si quelques-unes ou quelques-uns ont des problèmes techniques. Alors oui, à l'heure actuelle, le QLF ne reconnaît pas, par exemple, un procédé comme l'alternance beaucoup. J'aimerais pouvoir vous aider là-dessus. La seule chose, c'est peut-être d'engager un dialogue. D'ici, je ne peux pas donner d'échéance, mais je travaille en ce moment à un guide qui va être mis en ligne éventuellement. Je n'ai pas de date, par exemple. Et ça sera assez exhaustif. Ce que j'ai présenté aujourd'hui va être reflété en décembre dans le contenu. Alors, peut-être surveiller ce que je publie. Je le mentionnerai dans les médias sociaux quand ça paraîtra. Mais oui, à l'heure actuelle, on est entre deux. Hein? On est dans une période de transition. Période de transition, c'est toujours un peu inconfortable. Alors, l'exemple, les policiers ont engagé une chasse à l'homme contre les manifestants. Est-ce que quelqu'un aurait une idée comment reformuler? La police a poursuivi les personnes qui manifestaient. Oui, bon réflexe, tout à fait. Oui, c'est ça. On utilise un collectif, police, et on utilise personne. Tout à fait. Moi, voyez-vous, voici les solutions que j'avais pensées. La police s'est lancée à la poursuite des manifestantes et manifestants. On pourrait parler d'une traque, effectivement. Oui, c'est une bonne solution. Oui, individu fonctionnerait. Individu, des fois, je m'en méfie un peu parce que il est négatif, il est masculin, il a tendance à renforcer l'impression de masculin. Alors, des fois, j'aime le mélanger avec personne. Des fois, je vais être à l'intérieur d'un long texte. Des fois, je vais alterner entre personne et individu. Mais il est tout à fait, c'est une option tout à fait valable. La police s'est lancée à la poursuite des protestataires. Un protestataire est un nom épicène. La solution ne conviendrait pas nécessairement dans toutes les circonstances, mais ça pourrait être une option. Ah, la police a violemment répondu à la manifestation. Merci. Oui, ça pourrait être une très bonne... Ça pourrait être très important comme solution. Moi, j'avais aussi pensé, la police s'est lancée à la poursuite des antiracistes. Encore là, ça dépend du contexte. Est-ce que c'est un pléonasme de dire lancer et poursuite? Se lancer à la poursuite? Je ne le voyais pas nécessairement comme un pléonasme, mais peut-être on pourrait simplifier en disant la police a poursuivi les antiracistes. Et je suis bien d'accord avec Maria-Léna, la rédaction épicène donne des opportunités intéressantes de faire valoir d'autres subtilités et d'autres points de vue. Il faut juste, c'est ça, faut bien le vouloir, les explorer ces possibilités. Ça, c'est un exemple classique que je donne. Je pense que la solution ne devrait pas trop vous surprendre. Ben oui, c'est ça, comme José l'indique. Quelle est votre citoyenneté ou avez-vous la citoyenneté canadienne? Le plan précise comment la consultante ou le consultant recueillera les renseignements. Si on ne voulait pas utiliser le doublet ici, est-ce qu'on pourrait reformuler? Alors, le plan précise comment les renseignements seront recueillis. On approche de l'heure limite. Je vais peut-être passer un petit peu plus vite. Alors ici, on a les membres rassemblés à Sudbury publieront un communiqué. J'ai ici la diapositive vous montre un autre exemple des
Les procédés typographiques sont parfois utilisés pour inclure. Si on a mis la majuscule, dans d'autres endroits, on aurait mis un point médian, mais ici, c'est la majuscule qui est utilisée pour inclure. Et là encore, comme tous les procédés typographiques, ça pose certains problèmes d'accessibilité. Alors, moi, c'est une solution que je pourrais envisager dans ce cas-là, c'est les membres. En réunion à Sudbury, les membres publieront un communiqué. Donc, ça nous évite d'avoir à marquer le genre. Mes collègues et moi sommes fiers d'être associés à ce projet. Une reformulation possible. Oui, Maria-Hélène, pour l'exemple précédent, suite à l'Assemblée, un communiqué sera émis. Oui. Un exemple où le passif peut être utile. En communication, on nous a un peu tapé sur les doigts quand on utilisait trop de passif, mais le passif est souvent utile pour inclure. Il faut juste ne pas abuser. Alors, dans ce cas-ci, la reformulation, c'est une grande fierté pour moi et mes collègues de contribuer à ce projet. Oui, il faut savoir choisir ses vices, tout à fait. Alors ça, c'est un cas un peu plus épineux. La disparition de Gabriel Poulain, l'un de nos écrivains contemporains les plus appréciés, nous attriste profondément. Le problème avec une phrase comme ça, c'est qu'on a, on a le féminin Gabriel Poulain, qui est une écrivaine, puis on la compare juste aux hommes, nos écrivains contemporains. On la traite au masculin. Alors, si on veut reformuler, on a plusieurs façons de faire. Ça pourrait être la disparition de Gabriel Poulain, un des plus grands talents littéraires de notre époque. On pourrait aussi dire une figure incontournable de la littérature contemporaine. Une autre périphrase qui est plus inclusive. C'est un exemple similaire où, en utilisant le mot sculptrice, connue dans le monde entier comme l'une des sculptrices les plus douées, Mariana Paolini, c'est derrière elle une œuvre importante. C'est comme si on donne l'impression qu'on la compare juste aux femmes, mais on ne la compare pas, on compare pas son talent à celui des sculpteurs ou des sculpteurs. Alors, on pourrait reformuler sculptrice renommée dans le monde pour son talent exceptionnel. Alors là, on change un petit peu l'éclairage et tout d'un coup, ça devient plus inclusif. Des statistiques sûrement dans vos organismes. Vous devez à l'occasion être confronté à ça. Quand on cite des statistiques, des fois, ça donne des formulations un peu maladroites. Et en ce qui me concerne, comme le masculin ne peut pas inclure le féminin, il faut trouver d'autres façons. Alors ici, au lieu d'écrire « les femmes représentaient 61% des diplômés universitaires », on pourrait écrire « 61% des diplômes universitaires ont été décernés à des femmes ». Une solution envisageable. Un exemple, si on parle d'une personne non-binaire et que Stella parle pour lui-même, si on veut essayer de trouver une autre façon de dire qu'il n'utilise pas un pronom masculin, on pourrait dire Excel parle en son propre nom. Ou au lieu de dire êtes-vous sûr, une formulation neutre. Vous voulez vraiment, c'est ce que vous voulez. Faites-vous la certitude de bien vouloir. Alors, toujours des façons de reformuler. Il faut juste laisser aller notre créativité. Alors, c'était le segment pratique. Et je vais vous donner encore une autre occasion de poser des questions si vous en avez. Marie-Josée, juste, je voudrais faire un rappel sur une question qui a été posée au tout début, à laquelle je pense qu'on n'a pas répondu. Tu as cité une autrice au début de la formation. La personne qui l'a posée voudrait qu'on écrive ou qu'on épelle son nom sur le chat. Oui. C'était... je vais aller dans le chat ici. Je pense que je vais le faire sur cet ordinateur-là. C'est Louki, L-O. Est-ce que vous pouvez l'écrire, Zineb? L-O-U-K-Y. Louki. Bersianic. B-E-R-S-I-A-N-I-K. Et le roman en question, c'était Le Guélion. L-E-U-G-E accent aigu L-I-O
N-N-E. Merci Marie. Je vais On a une mettre question le... de Nicole. Moi, je m'excuse, je vais démontrer mon ignorance complète, là, mais quand tu dis Xtel, je comprends pas. Peux-tu me donner comme c'est utilisé comment? Je comprends pas c'est quoi ce contexte-là. Je m'excuse d'être ignorante à ce point-là, là, mais je comprends pas ça. Mais non, merci pour la question, Nicole. J'ai voulu passer trop vite. Vous savez comment on dit des fois Madame un tel, Monsieur un tel. Alors, j'ai voulu illustrer qu'est-ce que c'est un équivalent qui serait non-binaire au lieu de mettre un. C'est une façon de dire que c'est monsieur. Au lieu de dire Monsieur X, Madame X, j'ai mis Xtel. Alors, c'était. Je Merci voulais beaucoup. un nom. C'est très Ça clair, fait là. plaisir. Ça fait plaisir. Alors, je pense que on a vu, la langue est à la fois le reflet et le moteur de notre société. Je suis enthousiaste de voir votre enthousiasme, votre volonté de faire bouger les choses. Et je vous avais promis des liens et des titres. Alors, si vous cherchez comment dire un sapeur-pompier au féminin, vous ne trouverez pas ça dans le Robert, mais vous allez le trouver probablement dans un dictionnaire comme Usito, qui est un dictionnaire du français nord-américain, et Usito est entièrement gratuit. Le grand dictionnaire terminologique de l'EQLF est une autre bonne ressource quand on veut trouver des termes féminisés comme ça. Les liens, est-ce que c'est possible de... Est-ce que je peux demander à Chloé ou Zineb de fournir ces liens-là dans le chat? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. J'ai mentionné Eliane Viennot, hein, qui a écrit un ouvrage très complet sur toute l'évolution de la langue française, comment d'une langue relativement égalitaire, on est venu à un moment donné, une langue très masculinisée, et maintenant, comment on voit un retour aux sources, dans le fond, et aussi des avenues d'expérimentation. Pierrette Vachon, Leray et Louise Guénette ont écrit un ouvrage là, qui a fait vraiment école, avoir bon genre à l'écrit. C'est un petit peu dépassé maintenant, mais pour les procédés traditionnels, ça reste un bon ouvrage de référence. Et je me suis basée beaucoup sur elle pour élaborer ma propre approche. Je l'ai juste un peu modernisé. Je cite aussi le guide que moi j'ai produit en 2012 qui maintenant est dépassé, mais si vous voulez vous y référer pour juste les procédés en général, ça c'était avant le mouvement pour l'inclusion des personnes non binaires. Comme je vous l'ai promis, il y aura un nouveau guide d'ici un certain temps, mais en attendant, il y a ça. Alors, Marie, juste, merci. je voulais, il nous reste à peu près 3 minutes. Puis je voulais Oui. demander juste à Chloé de mettre un lien vers un sondage. Donc, en attendant que vous posez d'autres questions, si vous en avez pour les 3 ou 4 minutes qui restent, nous vous demandons de répondre à un sondage pour nous permettre de nous améliorer. Alors, ça va être la même chose que tout à l'heure, un Slido. Vous aurez le lien sur le chat ou sinon le QR code. Chloé, tu peux l'afficher s'il te plaît. Donc, c'est 3 questions au total. Les 2 premières, ça prendrait juste à peu près 10 secondes pour y répondre. Puis la 3e question, c'est une question de développement. Rapidement, 1 minute. Merci pour votre participation. Oui, merci. Merci pour vos questions, vos commentaires, votre participation. Ça rend toujours ça tellement plus intéressant quand vous participez. Alors, voilà. On a encore du temps pour peut-être 1 ou 2 questions finales. Ça dit que le lien pour CFC donne un message d'erreur. Vous voulez parler du guide de rédaction épicène que moi j'ai fourni. Je vais essayer de trouver un lien qui fonctionne. Peut-être qu'il a été retiré. Oui, c'est fort possible.
Oui, vous parlez sans doute pour le cours sur l'analyse comparative entre les sexes plus. Je vais trouver le moyen. Oui, tout le site du ministère a été mis à jour, alors ce sera une nouvelle adresse. Je vais envoyer par courriel à Chloé une adresse mise à jour et elle pourra vous la transmettre ou la publier avec l'enregistrement de la formation. Merci de l'avoir signalé. Merci Alors, Marie. Je pense qu'on n'a plus de questions. Alors, on peut conclure avec peut-être un petit mot de Josiane de fin. Merci Zneb, merci Chloé, toute l'équipe technique derrière cette formation virtuelle. Un grand merci à toi Marie-Josée. On a appris beaucoup de choses et moi personnellement j'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, ça fait plaisir de vous avoir cet après-midi. À toutes les participantes et à tous les participants, merci pour l'intérêt à nos formations et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau sujet. Et je vous souhaite un bon après-midi. On est toujours ouverte à vos suggestions. N'hésitez pas à nous contacter par courriel. On est là pour vous servir. À très bientôt.